Nous avons la joie d'être à côté de Monsieur Sacha Guitry, à qui nous voudrions bien demander ses impressions sur ses Oscars et sur ses victoires, et particulièrement sur celle qu'il vient de recevoir. Eh bien, madame, j'en suis ému. J'en suis si ému que j'en éprouve même une petite angoisse. Car j'en arrive en effet à me demander si mon film ne serait pas du vrai cinéma. En tout cas, si c'en est, je puis vous assurer qu'il n'y a pas eu préméditation de ma part. Veuillez écouter Et Versailles vous est compté, une émission de Sacha Guitry avec la collaboration de Pierre Lost. J'ai bien l'honneur de vous saluer, mesdames, et vous aussi, messieurs. Quand la radiodiffusion nationale française m'a demandé de vous raconter, non pas mon film, certes, mais pourquoi, comment et dans quelles circonstances je l'avais conçu, écrit, mis en scène et joué, j'ai pensé que cela pouvait avoir en effet quelque intérêt pour vous de revivre en ma compagnie les joies, les affres, les tourments, les satisfactions immenses et les difficultés nombreuses que nous avons éprouvées au cours de ces 8 semaines. Mesdames, messieurs, bonsoir. Malgré l'envie constante que j'ai de m'évader du sujet qu'on m'impose, il me faut bien y revenir et vous raconter aujourd'hui comment se sont passés les jours qui ont précédé le premier tour de manivelle de mon film Versailles. Le film, en vérité, s'appelle « Si Versailles m'était compté », mais c'est un peu long. À ce moment d'ailleurs, observons combien certaines expressions ont la vie dure. Voilà 30 ans qu'il n'y a plus de manivelle aux caméras, mais tant pis, on donnera toujours le premier tour de manivelle. Au cinéma, il n'y a pas de scène, mais qu'importe, il y aura toujours un metteur en scène. L'ancien théâtre de Versailles se trouvait placé entre un jardin et une cour. La cour était à droite et le jardin à gauche, et l'on disait alors « sortez du côté cour ou du côté jardin ». Aucun théâtre à Paris ne se trouve entre cour et jardin, ni d'ailleurs en province, mais n'empêche qu'en France et dans tous les théâtres, on emploie ces deux mots pour dire gauche et droite. Mais pour ne pas se tromper, pour ne pas mettre la cour à gauche, on vous conseille de penser aux initiales du Christ. J.C., jardin, cour. Vous voyez comme c'est simple. On est tellement conservateur en France que, allant jouer à Strasbourg et occupant la meilleure loge du théâtre, j'ai vu fixer au mur la recommandation suivante: il est interdit aux acteurs de se démaquiller avec l'huile des lampes. Vous voyez que déjà je me suis écarté de mon sujet, enchanté d'ailleurs de vous prouver ainsi mon indépendance. Retournons à Versailles. Mesdames, messieurs, bonsoir. Une des grandes difficultés durant le tournage d'un film est de savoir discerner quelles sont les économies qui vous épargnent des dépenses et quelles sont celles qui vous ruinent. Donner 1 million par jour, pour un jour, à telle vedette considérable, économie. Engager pour un rôle bref un comédien mauvais, payer très bon marché, folie. Folie parce qu'il faudra tourner 8 ou 10 fois la scène. Folie parce qu'il faudra finalement le remplacer par un bon comédien qui n'entrera pas dans le costume. Folie parce que rien n'est plus coûteux que la pellicule, sinon le temps et sinon la santé. Or, un mauvais acteur, pour peu qu'on soit patient, peut très bien vous donner une crise de nerfs et vous faire perdre 1 million. Je suis prodigue de conseils et n'ayant pas pour habitude de demander aux acteurs des choses que moi-même je ne serais pas capable de leur montrer, je me flatte de pouvoir leur indiquer certains subterfuges et même des roueries propres à leur faciliter la tâche. Mais devant un mauvais acteur, je me sens désarmé. Parfois, il m'est arrivé de m'entendre dire à l'oreille, par la script girl ou l'assistant pris de pitié, « Faites-le lui répéter encore une fois ou deux », et je répondais non. Non, parce qu'il n'y avait rien à faire et que c'était peine perdue.
Il y a tant de malheureux, hommes ou femmes, qui ne comprendront jamais que je... Maintes fois cette question m'avait été posée. Pourquoi ne vous faites-vous pas le rôle de Louis XIV? Je reconnais que de profil, avec un peu de bonne volonté, il peut y avoir une certaine ressemblance entre la vétusté du monarque et la mienne. D'autre part, ma démarche, involontairement, semble marquer le premier temps d'une pavane. Elle est donc de nature à passer pour royale, encore qu'elle ne soit cependant qu'arthritique. J'ai eu l'occasion, voilà 15 ans, d'être le roi Soleil un soir à l'Élysée, soir de gala resté fameux, réception du roi d'Angleterre à Paris. Ce n'était guère qu'un à-propos, mais l'expérience physique n'en avait pas été moins concluante. Au dire de l'assistance, et pour parler vulgairement, ça faisait la blague de Louis XIV au cours d'une vingtaine de répliques, durant une vingtaine de minutes. Restait encore à jouer le rôle du grand roi quand l'occasion s'en présenterait. Même je vais plus loin. Restait à en avoir envie. Or, je n'en mourrais pas d'envie, par esprit de contradiction d'abord puisqu'on me demandait de le jouer, et puis parce que les gens ne comprennent pas toujours qu'ils s'adressent à deux personnes quand ils me parlent, et que me demander de le jouer, c'était me demander aussi de l'écrire. Et l'idée de l'écrire ne m'était jamais venue en somme. En vérité, je redoutais ce personnage considérable et par ailleurs énigmatique sur bien des points. Je redoutais cette perruque excessive qui m'obligerait à me promener en épagneul durant 3 heures, et pour tout dire enfin, je redoutais... Comment parvient-on à se faire une opinion qui soit sensée, qui soit valable, sur un personnage historique ayant joué un rôle considérable? Sans doute y a-t-il plusieurs façons de s'y prendre, puisqu'il y a plusieurs manières de raconter l'histoire. La manière la plus conseillée doit être assurément la manière objective. Ne soyez ni pour ni contre, exposez les faits, et en toutes circonstances, évitez de prendre parti. Je ne connais rien de plus absurde, parce que d'abord c'est prendre un parti que de n'en pas prendre, parce que c'est être contre que de n'être pas pour, parce que se prétendre objectif, c'est avouer que l'on est sans passion, sans amour, enfin parce que c'est lâche que d'être à ce point prudent. Et à l'homme qui me dirait « j'ai fait un livre objectif », je répondrais « eh bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à ne pas le signer ». La façon de faire la plus répandue, mais la plus dangereuse et la plus séduisante, c'est l'opinion préconçue, le parti pris précisément, ou bien en mal, ou bien en bien. Cette façon de faire exige un grand talent, sinon vous accouchez d'une œuvre indifférente, ou bien exaspérante parce qu'elle est aveuglément dithyrambique, ou bien résolument hostile, dans les deux cas, trop personnelle. À moins que vous ne soyez vous-même un personnage considérable, il nous est difficile d'attacher la même importance que vous à vos antipathies et à vos amitiés. Je m'aperçois tout à coup que je ne vous ai pas dit un mot des historiens. Je vous salue, mesdames, et vous aussi, messieurs. 2 mots encore, s'il vous plaît, relatifs à la Montespan, cette maîtresse de Louis XIV qui avait tenté de l'empoisonner et dont lundi dernier je vous avais entretenu. Je me pose à son sujet les questions suivantes. Peut-on porter à la scène ou à l'écran un personnage historique aussi important en passant sous silence sa tentative d'empoisonnement du roi? Je réponds non, et vous aussi, je pense. Peut-on avoir de l'indulgence à son égard? Je réponds non, et vous aussi, je l'espère. Un auteur dramatique pour les besoins de la cause doit-il tenter de rendre son crime excusable? Doit-il... Auditeurs attentifs, il ne faudrait pas s'imaginer que l'on peut à loisir donner des coups de ciseaux dans le manuscrit d'une pièce ou dans celui d'un film. Une coupure peut être une mutilation et une Vénus de Milo ne se fait pas exprès. Cependant, j'avouerai volontiers qu'il y a certaines répliques, certaines tirades aussi, qui peuvent être supprimées parce qu'elles ne servent pas le sujet de la pièce
et que, pour ainsi dire, elles le font piétiner. Seulement, vous me permettrez bien d'ajouter aussitôt que c'est dommage de les couper parce que ce sont ordinairement les meilleurs de la pièce. Et en voici, tenez, la plus belle des preuves. Elle nous vient de haut. Ce sont 20 lignes de Voltaire sur le misanthrope. Il écrit ceci. « Si on osait encore chercher dans le cœur humain la raison de la tiédeur du public aux représentations du misanthrope, on la trouverait dans l'intrigue de la pièce, dans ces conversations mêmes qui sont des morceaux inimitables, mais qui, n'étant pas toujours nécessaires, refroidissent un peu l'action pendant qu'elles font admirer l'auteur. Ce sont donc les passages inimitables de ce chef-d'œuvre qui refroidissent l'action parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Il ne s'agit pas de se réjouir sottement d'être du même avis que Voltaire, car ça laisserait à supposer qu'on s'imagine que Voltaire partage votre opinion. Mais s'appuyant sur lui, soyons à notre égard circonspects et prudents. Or, je connais des gens... C'est demain le grand jour. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. C'est demain, en effet, que sera donnée la première projection en public de Si Versailles m'était compté. Or, je ne sais pas si vous vous rendez compte exactement de l'état dans lequel je me trouve ce soir. Il se peut d'ailleurs fort bien que ce soit le cadet de vos soucis, mais n'empêche qu'il ne faudrait pas me demander en ce moment s'il y a une différence entre le cinématographe et le théâtre. Ce soir, elle est immense. Elle est déjà notable à l'instant où l'on tourne, et pour 1000 raisons. Elle devient angoissante au dernier tour de manivelle, à l'heure où tous les projecteurs s'éteignent, où les caméras disparaissent, où les acteurs se démaquillent, à la minute fatale où l'on ne peut plus rien ajouter à son film. Mais elle devient tragique dès l'instant où la copie standard est prête. Ce qu'on appelle la copie standard d'un film, c'est, si l'on veut, le premier exemplaire imprimé, corrigé, d'un livre qui va paraître. Or, entre le dernier tour de manivelle et la copie standard, il y a le montage du film. Monter un film, cela consiste à mettre bout à bout toutes les scènes tournées en les plaçant précisément dans l'ordre où elles doivent se trouver. Oui, en principe, c'est cela, mais en fait, c'est bien plus difficile et bien plus compliqué qu'on ne pense. C'est de la marqueterie et c'est aussi de la bijouterie. Cela exige beaucoup de tact et de délicatesse. Un monteur habile comme Raymond Lamy, que j'ai auprès de moi depuis bien des années, peut apporter un... Mesdames, messieurs, je vous salue. Mais les jours passent et le moment est venu pour moi de vous présenter ceux qui, durant ces 8 semaines de tournage, ont été près de moi, participant à mon travail, vivant mon rêve et m'aidant à le réaliser. Je vous ai déjà longuement entretenu de mes interprètes, leur distribuant de ci de là les hommages qui leur sont dus. Mais le moment est venu pour moi de faire sortir enfin de l'ombre ceux vers lesquels jamais on ne dirige les projecteurs. Voici d'abord le producteur. C'est M. Clément Duhour. Nous ne nous connaissions pas 8 jours auparavant. Nous nous sommes rencontrés 2 fois. Et brusquement, nous nous sommes mis d'accord pour ne plus nous quitter pendant des semaines et des semaines. Et tout de suite, nous avons vécu côte à côte des heures merveilleuses, angoissantes parfois, singulières souvent, et qui mettaient nos nerfs à une rude épreuve. Et c'est ainsi que nous avons appris à nous connaître. La veille du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'avais été documenté sur lui, hâtivement. Je savais qu'il avait joué la comédie et chanté des chansons, et qu'il avait à son actif bien des records. Car si l'un me vantait sa façon de chanter, un autre me disait que pour lancer un disque, il n'avait pas son pareil, ajoutant qu'il pouvait le lancer à 83 mètres de lui. Or, cette façon de lancer une... Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voici au seuil de la dernière émission relative à mon film sur Versailles, et je fais ouf. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour vous. 12 quarts d'heure, 180 minutes, 3 heures d'horloge, la durée exacte en somme de Si Versailles m'était compté. Et si c'en était la préface, elle aurait le même nombre de pages que le texte du film. Donc je fais ouf, mais à part moi, songeant que c'est la dernière émission, je pense aussi déjà. Oui, déjà la dernière, car je me demande avec un peu d'inquiétude si j'ai suffisamment mis en valeur et vanté les vertus de ceux qui m'ont secondé avec tant de patience et tant de dévouement, avec tant de maîtrise et de virtuosité. Mettons à part Pierre Montazel, l'opérateur qui a, je le répète, l'infaillibilité d'un homme qui peut donner des ordres à la lumière.
Mettons à part aussi Jean de Bretagne, qui enregistre les sons et vous les restitue. René Renoux, décorateur, ensemblier, homme de goût, qui sait vous composer un salon mieux encore qu'habitable, habité. Mettons à part Raymond Lamy, qui monte, puisqu'il est le monteur. Mais les autres, les petits, les obscurs, les sans grade, pourquoi n'en dirais-je pas tout le bien que j'en pense? Il est très difficile d'être juste à l'égard de ceux-là. On est souvent tenté de dire en parlant d'un homme qui a fait son travail, il n'a fait que son devoir. On oublie un peu trop qu'à notre singulier... Et Versailles vous sera conté par un conteur majestueux, dont l'œuvre sera présentée demain à l'Opéra, alors qu'il se trouve à Bruxelles. Et c'est de Bruxelles qu'il vous dit par téléphone ses émotions et sa tranquillité souveraine. Nous vous passons Sacha Guitry. Je suis fort ému en songeant à demain, vous devez bien le penser. Cela va être une étrange première à laquelle je ne participerai pas, me trouvant dans l'impossibilité d'y changer quoi que ce soit. Mais du moins, présentant au public une quarantaine de vedettes, vais-je me trouver parfaitement tranquille, en songeant qu'aucune d'elles ne pourra me faire défaut, ni me téléphoner ce soir en me disant « je suis malade, excusez-moi ». Toutes elles seront bien portantes et toutes admirables. En entendant la voix de son maître, le film jusqu'ici immobile sur l'écran s'anime, et c'est devant vous le roi Louis XVI contemplant la révolution qui gronde sous ses fenêtres, et Rivarol et Méclarion qui persiflent dans les salons. J'ai désiré vous voir pour la raison que depuis quelques semaines me reviennent aux oreilles des